Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Julien Rochdy. Bonjour. Vous souhaitez revenir pour commencer cette édition sur le conflit russo-ukrainien. Oui, ce matin, l'actualité est un petit peu barbante. Donc, j'aimerais en profiter justement pour avoir une petite pensée pour les soldats ukrainiens qui se battent depuis 3 ans comme des lions pour défendre leur pays. Et là, nous entrons dans l'hiver et on sait à quel point c'est compliqué. Donc, à un moment où, en plus, pour eux, ça doit être vraiment compliqué moralement, puisque les Occidentaux peinent aujourd'hui à vouloir totalement les soutenir pour d'éventuelles contre-offensives qui pourraient potentiellement gagner. Il y a une sorte de sinistrose qui s'est installée, puisque aujourd'hui, on considère que si les Russes ne peuvent pas gagner comme ils l'auraient souhaité au départ, il est très difficile d'envisager une victoire ukrainienne, et notamment une possibilité pour les Ukrainiens de reprendre le Donbass et la Crimée, ce qui a été un petit peu envisagé dans un rêve lors des contre-offensives de 2022 et aussi avant les contre-offensives de 2023 qui n'ont hélas pas fonctionné. Donc je me dis que pour le soldat ukrainien, ça doit être compliqué parce que bien sûr il défend son pays, mais aujourd'hui il est dans un conflit qui ressemble à la Première Guerre mondiale, une guerre dans la boue, une guerre pour simplement quelques petits mètres, sans l'espoir véritable de pouvoir gagner. Donc les Occidentaux aujourd'hui continuent évidemment de financer les Ukrainiens, de les armer, de les aider, pas du mieux qu'ils le peuvent, mais de les aider pour qu'ils résistent encore un petit peu. Mais ils n'ont jamais voulu vraiment que l'Ukraine gagnât absolument sur la Russie, puisque on sait très bien que la position occidentale à l'égard de la Russie était un petit peu compliquée. Il fallait que la Russie perde, ou en tout cas perde assez d'hommes en Ukraine pour la dissuader de vouloir conquérir de ces anciens territoires perdus d'Europe de l'Est, mais à la fois on ne voulait pas que la Russie s'effondra parce que si c'était le cas, eh bien les Occidentaux auraient eu sur le dos un empire multiculturel énorme à devoir gérer et c'était pas du tout la volonté ni américaine ni européenne. Donc en fait, les Occidentaux se sont engagés dans le conflit un peu bizarrement, puisqu'il fallait, voilà, comme je vous dis, soutenir assez l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, mais pas totalement, de sorte à ce que la Russie ne s'effondre pas quand même. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à un moment de l'histoire où c'est très compliqué, où il va falloir, avec Donald Trump, on l'espère, négocier une paix blanche avec un gentleman agreement qui laisserait peut-être le Donbass et la Crimée à la Russie. Mais ce qui est inquiétant, c'est que est-ce que cette paix réglerait quelque chose? C'est pas sûr, parce que la Russie continuera de s'armer. Les pays européens devaient cesser d'avoir peur de la Russie à l'issue de ce conflit. C'était là d'ailleurs tout l'intérêt de la résistance ukrainienne, c'était de faire en sorte que les Russes comprennent enfin que toutes les victoires qu'ils pourraient engranger en Europe de l'Est soient toujours des victoires à la Pyrrhus. Vous savez, ce général macédonien qui avait fini par être dissuadé de faire la guerre tant il perdait des soldats lors de ses victoires. Mais là, le problème, c'est que les Russes ont développé un potentiel militaire et industriel-militaire gigantesque et pourraient potentiellement repartir à l'offensive dans 5 ou 10 ans. Et donc, en fait, toute paix signée aujourd'hui ne pourrait être qu'une pause. Et puisqu'il s'agissait de calmer les Européens de l'Est, de les rassurer, eh bien, ce n'est pas gagné. Et on risque d'avoir la moitié de l'Europe qui continuera de réclamer la présence américaine en Europe de peur d'une nouvelle invasion russe, que ce soit dans les pays baltes ou en Ukraine. Et donc, voilà, je me mets à la place du soldat ukrainien, et toute cette atmosphère doit être quand même compliquée moralement. Donc, gros soutien à lui, gros soutien à eux. Ils ont quand même défendu leur pays comme des lions contre ce qui était censé être la deuxième armée au monde. Donc, voilà, petite pensée aux Ukrainiens, on ne pense pas assez à eux, malheureusement. Merci Julien Rochdy. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Julien Rochdy, alors, vous évoquez, vous apportez votre soutien effectivement aux soldats ukrainiens. Volodymyr Zelensky est venu à Bruxelles il y a quelques jours pour réclamer plus de mobilisation, présenter un plan pour la paix, si je ne me trompe pas. Mais oui. Une paix financée de façon un petit peu étrange quand même, parce que, alors je me fais un peu l'avocat du diable aussi, c'est mon rôle. L'Europe là va accorder 35 milliards d'euros à l'Ukraine, non pas seulement pour financer l'armée, mais pour financer des structures. C'est-à-dire pour en fait tenir un petit peu en vie, d'une certaine manière, maintenir en vie l'Ukraine qui a effectivement été quand même partiellement pas dévastée, mais enfin il y a quand même beaucoup de dégâts, ça on peut pas le nier. Et puis les États-Unis vont accorder certainement l'usage de missiles longue portée à l'Ukraine, ce qui veut dire qu'on ne parle plus seulement de défense mais d'attaque
Alors c'est pas garanti du tout, hein. Les Allemands refusent toujours l'utilisation de leurs missiles longue portée. Ouais. La question, je dis, c'est les Occidentaux et les Américains sont un peu le cul entre deux chaises dans cette question. C'est à la fois, je vous dis, il faut aider l'Ukraine à se défendre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, contrairement à ce que beaucoup de gens racontent. On ne pouvait pas laisser l'Ukraine se faire envahir très facilement par la Russie, parce que si ça avait été le cas, je peux vous garantir que tous les pays européens de l'Est auraient été sur le pied de guerre et seraient complètement fanatiques et réclameraient, réclameraient je ne sais pas combien de nouvelles bases militaires de l'OTAN sur leur territoire, tellement ils auraient peur. Donc il fallait évidemment que l'Ukraine résistât. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est qu'ils ne veulent pas non plus que la Russie s'effondre. Donc que fait-on dans ces conditions? C'est très compliqué. On fait passer les Américains et les Européens de l'Ouest pour les gros méchants qui auraient une visée impérialiste à l'encontre de la Russie, mais en réalité, la position occidentale est très très complexe. Parce que je vous dis, autant les Russes sont très clairs, ils veulent envahir une partie de l'Ukraine et faire en sorte que l'Ukraine soit absolument neutralisée, notamment que l'Ukraine n'entre jamais dans une alliance atlantique, une alliance européenne qui la sortirait définitivement du giron russe. Mais les Occidentaux n'ont pas de but aussi clair et les Américains refusent toujours que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN, même si, de fait, l'invasion russe, ça fait en sorte que l'Ukraine fasse partie de la périphérie de l'OTAN. Mais contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises sur le conflit, notamment sur Internet, les Américains n'ont pas voulu que l'Ukraine entre dans l'OTAN et ne veulent toujours pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que peut-être que ce pourrait être enfin une façon de faire comprendre aux Russes que l'Ukraine, en tout cas l'Ukraine de l'Ouest, est définitivement sortie de leur empire. Et ce qui pourrait pousser les Russes à être plus raisonnables et à envisager davantage leur développement économique plutôt que leur visée impérialiste sur l'Europe de l'Est. Parce que tant que ces visées impérialistes demeureront, on ne pourra pas avoir une alliance sereine avec la Russie, parce que, comme je vous dis, les pays de l'Est sont très très inquiets à l'égard de la Russie. Il n'y a que la France qui n'est pas inquiète à l'égard de la Russie, parce que nous, on n'a pas de problème. Donc ça permet à nos dissidents en chef de dire que la Russie n'est pas un danger, alors que si vous allez parler aux Polonais, aux pays baltes, à la plupart aux Finlandais, à la moitié de l'Europe, en fait, vous vous rendez compte que la haine anti-russe est très très présente, qu'elle n'a pas du tout besoin de la propagande américaine pour être vivace, et que ces gens-là ont peur de l'ogre russe, voilà, tout simplement. Donc il faut prendre en considération ces angoisses si l'on veut considérer l'Europe. Alors bien sûr, si on s'en fout de l'Europe et qu'on pense qu'à nous, oui, peut-être que là, on peut abandonner toute l'Europe de l'Est, sauf que on ne peut pas dans le même temps, si vous voulez, dire qu'il faudrait que nous soyons plus indépendants à l'égard des États-Unis et vouloir en même temps abandonner l'Europe de l'Est, parce que si nous abandonnons l'Europe de l'Est, il est évident que l'Europe de l'Est va toujours réclamer davantage de présence américaine sur son territoire. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les Américains, je pense, je lisais une interview dans l'Express de Jérémy Gallon, qui précisait très, très bien que les Américains aimeraient se débarrasser de l'Europe et laisser l'Europe, laisser davantage d'autonomie à l'Europe pour qu'elle se défende elle-même, parce que ça coûte très cher aux Américains. Et les Américains, depuis Obama, voire même avant lui, veulent se redéployer dans le Pacifique. Mais pour que les Européens puissent se débrouiller d'eux-mêmes, il faut que le péril russe, la menace russe soit éteint, pardon. Une menace éteinte, pardon, que la menace soit éteinte. Et donc c'était là tout l'enjeu de la guerre en Ukraine, c'était de faire en sorte que les Russes, pour très longtemps, cessent de considérer l'Europe de l'Est comme faisant partie encore de leur territoire, ou en tout cas de leur périphérie vassale. Mais je vous dis, c'est loin d'être gagné aujourd'hui. Il va falloir s'en sortir d'une manière ou d'une autre en signant une paix qui, j'en ai peur, n'en soit pas une. Il se peut très bien que Trump arrive au pouvoir, impose à l'Ukraine de signer un cessez-le-feu, qui laisserait, comme je vous dis, le Donbass et la Crimée aux Russes, et ferait en sorte que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ça ne réglerait rien. Et de la même manière que les accords de Minsk n'avaient pas réglé le problème de la Crimée, j'ai peur que dans 10 ans, ça recommence, quoi. Si on signe une paix rapide avec la Russie, parce que Trump l'imposerait. Donc voilà, il faut voir un peu plus loin, il faut voir les choses de façon un petit peu plus complexe que le bien, le mal qu'on nous raconte trop facilement sur Internet. Il y a les méchants et les gentils. Non, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. C'est un conflit géopolitique, et chacun a ses intérêts. Et c'est complexe de s'y retrouver. Et honnêtement, la position des Occidentaux
n'est pas facile. Voilà, on a tendance très souvent à bâcher les Américains, les Français, Macron, l'Union européenne, etc. Mais je vous dis, même moi, à leur place, je ne saurais pas quoi faire. Parce qu'évidemment, la solution très simple serait de dire, ah bah c'est bon, on laisse l'Ukraine à la Russie, et puis on fait comme si de rien n'était. Mais en fait, non. Parce que, comme je vous dis, ça ferait en sorte d'enflammer toute l'Europe de l'Est. Et on a besoin de l'Europe de l'Est dans le cadre d'une perspective de coopération européenne pour les 50-100 prochaines années. Donc, vous voyez, les choses sont complexes, beaucoup plus en tout cas qu'elles ne le sont racontées sur Internet et sur beaucoup de plateaux de la dissidence. Voilà. Lise Le Dutreuil. Oui, c'est bon, j'ai un micro. Quand vous dites justement qu'il faut, enfin que par exemple, pour l'instant, l'OTAN refuse d'intégrer l'Ukraine, etc. Est-ce que malgré tout, au-delà de ces postures officielles, il n'y avait pas une menace considérée par la Russie, une menace plutôt d'influence américaine qui aurait pu provoquer justement cet intérêt de la Russie pour l'Europe de l'Est? Est-ce que sans cela, la Russie se serait quand même attaquée à l'Ukraine, Julien Rochely? En fait, il faut essayer d'être raisonnable. Il y a les pays baltes qui sont à la frontière donc de la Russie, qui sont déjà dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN. Est-ce que les Russes pensent vraiment que les Américains en 2024, 2022, 2021 et les Européens, la France telle qu'elle est aujourd'hui et les Allemands tels qu'ils sont aujourd'hui, seraient prêts à envahir la Russie comme en 41 ou comme en 1812? Est-ce que les Russes pensent vraiment, ils ne l'ont jamais cru une seconde, je connais quand même un petit peu le monde russe, personne ne croit en Russie que les Américains vont envahir la Russie jusqu'à Moscou. Donc la présence de l'OTAN, de toute manière, ils l'ont déjà. Et ce n'est pas ça qu'ils ne supportent pas. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que l'Ukraine sorte de son giron, sorte du giron russe, sauf qu'ils le doivent à eux-mêmes, parce que l'Ukraine avait tout, après la chute du mur de Berlin, pour rester dans le giron russe. Totalement. Au niveau des structures économiques, même des structures anthropologiques, il y a beaucoup de familles qui étaient russo-ukrainiennes. Et donc, en fait, les Russes avaient une position parfaite pour conserver l'Ukraine près d'elle. Mais la Russie, par sa corruption, par le modèle très corrompu des années 90 et du début 2000, a fait en sorte que toute la jeunesse ukrainienne, en tout cas qu'une grosse partie de la jeunesse ukrainienne, veuille se sortir de cette influence russe pour plutôt intégrer l'Europe, plutôt intégrer l'Occident, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, c'est plus intéressant pour un jeune Ukrainien que d'intégrer l'Union européenne et l'Occident plutôt qu'un monde qu'il considérait, avec les oligarques que la Russie mettait à la tête de l'Ukraine, comme un monde corrompu et un monde arriéré. Voilà. Alors on peut dire que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, partant de là, ils ont perdu d'influence sur l'Ukraine, malgré, je vous dis, les oligarques qu'ils payaient et qu'ils empoisonnaient même lorsque ceux-ci voulaient sortir de l'influence russe. Malgré tout ça, ils ont perdu l'Ukraine. Et l'Ukraine, comme la plupart des pays de l'Est, réclame à corps et à cri d'entrer dans l'Union européenne, d'entrer dans l'OTAN, etc. Et c'est pas parce que les Américains sont derrière en train de tout manipuler. Bien sûr qu'il y a des influences américaines, c'est évident, mais je peux aller discuter avec n'importe quel Ukrainien, il vous dira la même chose, si vous voulez. Il aimerait que, en tout cas pour ce qui est des Ukrainiens de l'Ouest, parce que pour l'Est, c'est un petit peu plus complexe, quoique. Là aussi, c'est un peu différent, mais en tout cas, les Ukrainiens de l'Ouest souhaitent entrer dans l'Union européenne, souhaitent s'arrimer au monde occidental. Et ça, voilà, c'est aussi en grande partie de la faute des Russes, parce qu'ils n'ont pas su conserver les liens d'amitié et les liens économiques qu'ils avaient avec l'Ukraine depuis des siècles. Marie Falicon. Oui, Julien Rochedy, on a avec la Moldavie un semblant justement de schéma à l'ukrainienne. Il y a cette région de la Transnistrie à l'est du pays, donc frontalier à l'Ukraine, qui est séparatiste et demande déjà son rattachement à la Russie. Et puis pour contrer cette menace russe dont vous parlez, justement ce péril russe, il y a eu un référendum pour l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, évidemment, c'était en début de semaine. Le nom... C'était gagné. Voilà, le nom a largement dominé d'abord les votes, en tout cas pour les Moldaves vivant en Moldavie. Et puis, dans la nuit, les bulletins des Moldaves vivant à l'étranger, donc la diaspora, a fait basculer, mais très légèrement, c'est-à-dire à 50,03, l'élection s'est faite à quasiment rien, les votes en faveur d'une adhésion à l'Union européenne. On peut noter quand même que les Moldaves vivant à Moscou, eux, n'ont pas eu le droit de voter. Est-ce que c'est cette Europe prétendument démocratique, justement, que vous défendez derrière l'adhésion de l'Union européenne, notamment de la Moldavie, plus largement de l'Ukraine? Moi, je défends pas l'Europe démocratique. J'en ai un peu rien à faire de l'Europe démocratique. Moi, je défends l'Europe, les intérêts des Européens. Et il est évident que dans ces pays de l'Est, comme l'Ukraine ou la Moldavie, il y a des
Il doit y avoir un partage d'influence. Il y a des Moldaves qui souhaitent regarder vers l'ouest, et puis il y a des Moldaves, ceux de la Transnistrie notamment, qui regardent plus du côté du monde russe. Nous allons voir, mais pour ce qui est de l'Ukraine, peut-être que l'une des solutions, l'une des sorties du conflit serait d'avaliser vraiment le désir d'appartenance au monde russe des populations du Donbass et des populations de l'Est ukrainien. Peut-être que effectivement, ce serait la solution la plus raisonnable, parce que il y a effectivement des Ukrainiens, ou plutôt des Russes, qui ont été intégrés dans la nation ukrainienne en 91, alors qu'en fait, ils regardaient vers la Russie. Donc peut-être qu'il faut un droit des peuples à se choisir leur propre destin. À disposer d'eux-mêmes. À disposer d'eux-mêmes, comme oui, selon la formule d'après la Première Guerre mondiale. Après, il faudrait aussi avoir des référendums qui puissent être contrôlés vraiment par des instances internationales, parce que c'est compliqué en plein conflit de faire des référendums pour demander les désirs de peuples qui vivent sous les bombes d'appartenir à telle ou telle sphère d'influence ou tel pays. C'est quand même complexe. Voilà, il y a forcément de la corruption, il y a forcément, voilà, c'est un peu compliqué. Donc oui, de toute manière, il faudrait, dans l'idéal, il faudrait regarder ce que les peuples veulent vraiment. Est-ce que les peuples du Donbass, les Ukrainiens, les Russo-Ukrainiens du Donbass veulent vraiment appartenir à la Russie? Si c'est le cas, alors il va falloir accepter une cession du territoire. Mais je vous dis, ce que j'espère, moi, c'est que la guerre ne recommence pas dans 10 ans, ou en tout cas ou ne s'enlise pas. Donc en fait, on est dans une situation très problématique, et c'est ça que j'aimerais vous expliquer ce matin, c'est que à la fois, il serait bon que la guerre s'arrêtât, parce que c'est insupportable. On est dans une première guerre mondiale qui fait des morts des deux côtés, et avec des combats de frontières, des combats pour gagner 50 mètres ici et là. Donc on a des morts russes et ukrainiens, et c'est absolument insupportable. Mais à la fois, si on arrête la guerre maintenant, c'est-à-dire qu'on impose aux Ukrainiens de signer un cessez-le-feu, et donc d'accepter qu'une grosse partie de leur territoire passe du côté russe, et puis qu'on rassure les Russes enfin, qu'on accède aux volontés russes de ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Le problème, c'est que il se peut que cela ne fasse que retarder un conflit qui pourrait recommencer dans 5 ou 10 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait? On signe la paix immédiatement, sachant que ça ne réglerait peut-être pas grand-chose et ça pourrait répéter dans quelques années? Ou est-ce qu'on maintient la guerre de sorte à espérer que la Russie s'épuise tellement que peut-être Poutine puisse décéder et laisser le pouvoir à d'autres Russes qui seraient plus raisonnables et qui préféreraient faire du business avec l'Occident plutôt que de menacer l'Europe de l'Est? Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, en fait. Je vous dis, c'est compliqué, parce que je vous dis, les Yaka Faucons vous disent que non, il faut laisser l'Ukraine à la Russie et puis sortir de l'influence américaine en Europe. Sauf qu'en réalité, si on laisse l'Ukraine à la Russie, je le répète, c'est ce qui n'est absolument pas compris par pas mal de gens, c'est que si on laisse l'Ukraine facilement à la Russie, la présence américaine sera redoublée en Europe de l'Est, en Pologne, dans les pays baltes, etc. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque vous voyez que l'invasion en Ukraine a fait entrer quasiment automatiquement des pays qui n'étaient pas dans l'OTAN. Donc cette agression russe n'a fait que renforcer la présence américaine en Europe, malheureusement. Parce que moi, je suis pour que l'Europe soit plus autonome à l'égard des États-Unis. Mais je le répète, pour cela, il faut que l'Europe puisse être rassurée sur son flanc Est. Et une fois que nous le serons, eh bien, nous pourrons envisager une autonomie stratégique, et nous pourrons envisager de sortir même de l'OTAN pour de bon, ne plus avoir besoin de nos cousins américains, parce qu'on n'aurait plus peur sur notre territoire. Voilà. On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais ce qu'aurait dû permettre aussi cette offensive russe, peut-être, c'est de permettre de rétablir d'une certaine manière, en fait ça a fait tout l'inverse, mais des négociations, des relations diplomatiques entre la France, l'Europe en général, mais la France et la Russie, ce qui a été complètement interrompu jusqu'à présent. Et aujourd'hui on a l'impression d'une Europe qui au contraire, vous parlez de rétablir une paix, etc., mais qui finance cette guerre. Alors, on tourne peut-être un peu en rond, mais aujourd'hui... Mais que voulez-vous que l'Europe fasse? On on abandonne l'Ukraine? C'est pas ce que je vous dis, Julien Rochdy. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on finance ça, alors qu'on pourrait peut-être tenter des négociations de paix, et on a le sentiment vraiment aujourd'hui... Alors moi, je suis pas dans les échanges qu'il peut y avoir. Je viens de vous expliquer que c'est très compliqué, parce que justement, c'est ça que je voulais expliquer.
Les yakafaucons d'Internet, là, il n'y a que ça sur Internet, hein. Les yakafaucons d'Internet vous disent « Ah, bah, ça coûte cher, on finance Zelensky, qui passe pour un espèce de voleur qui prendrait les millions pour simplement les mettre dans sa poche, alors que l'Ukraine se bat à 1 contre 2 ou 3, contre la deuxième armée, ce qui était considéré comme étant la deuxième armée au monde depuis 3 ans, et personne, et d'ailleurs les Russes en premier lieu, n'aurait imaginé que les Ukrainiens puissent résister comme ça. Donc évidemment que l'argent va dans la défense ukrainienne. Mais je vous dis que c'est compliqué. Faire une négociation de paix, d'accord, c'est ce que j'aimerais aussi. J'aimerais que la guerre s'arrête. On aimerait tous que la guerre s'arrête. Mais comment négocie-t-on aujourd'hui ? Parce que les Russes savent qu'ils sont en train de grignoter de plus en plus de territoires ukrainiens et que aujourd'hui, la seule négociation possible avec les Russes, c'est d'accepter que la Russie garde les territoires qu'elle a envahis, donc essentiellement le Donbass et l'oblast de Zaporozhye et de Kherson, je crois, je sais plus, et que surtout qu'il y ait une certification infinie, éternelle, que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Donc c'est en fait aujourd'hui signer la paix avec les Russes, c'est d'accepter une victoire russe en Ukraine. Ouais. Les Russes ne sont pas prêts à négocier quoi que ce soit, d'après les dernières nouvelles, en tout cas diplomatiques. Ouais. Moi, je suis un petit peu cette histoire. Les Russes veulent conserver aujourd'hui des territoires, d'ailleurs, qu'ils ont intégrés à l'Empire russe, et veulent une certification absolue que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Donc aujourd'hui, négocier la paix, c'est accepter la victoire russe. Voilà. Donc si nous faisons ça, je vous dis, donc c'est facile. Après tout, il y a plein de pro-russes qui vous disent, c'est ce qu'on doit faire, vive la Russie, et on doit accepter la victoire russe en Europe de l'Est. Mais si nous faisons ça, vous rendez complètement fou furieux la moitié de l'Europe, donc de la Finlande, la Pologne, etc., qui redoubleront d'armement et de réclamations à l'armée américaine d'être encore plus présente sur leur sol, seront sur le pied de guerre, et cela envenimera pour longtemps les relations Europe-Russie, contrairement à ce que l'on pense. Parce que moi, je suis un grand partisan de l'alliance Europe-Russie. Ça ne paraît pas dans ce que je dis, mais en réalité, je veux que l'Europe et la Russie puissent collaborer du mieux possible. Ouais. Parce que l'avenir de l'Europe, c'est une grande alliance avec la Russie. Mais si nous voulons cette grande alliance avec la Russie, il faut que l'Europe soit rassurée quant aux volontés impérialistes de la Russie sur son flanc Est. Et donc, si demain, là, on signe un cessez-le-feu et un traité de paix avec la Russie, on avalise une quasi-victoire russe, alors à la Pyrrhus, mais quand même une victoire russe, et on fait en sorte, je vous dis, que la moitié de l'Europe soit folle de rage. Et donc, en fait, on retarde pour encore plus longtemps des relations pacifiques entre l'Europe et la Russie. Donc, on obtient l'inverse de ce que nous aimerions. Donc, vous voyez que c'est plus compliqué que ça, et qu'il ne s'agit pas seulement de dire « Allez, on arrête de financer Zelensky, le méchant, et on signe vite la paix », parce que ça ne réglerait, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin, ça ne réglerait malheureusement pas les problèmes sur le moyen long terme, ça les réglerait peut-être immédiatement, et c'est ce que l'on risque d'avoir avec Donald Trump. On risque effectivement peut-être de signer une paix rapide, et on pourra dire « Ah, la paix est enfin signée », on sera tous contents évidemment, mais ça risque d'être une paix qui accouchera demain de quelque chose de bien pire, c'est-à-dire sur des relations Europe-Russie qui seront envenimées pour encore très très longtemps, et surtout une volonté des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, d'une présence américaine accrue sur leur sol, et donc voilà, ça ne réglera pas grand-chose, et ça risque même de déboucher sur un nouveau conflit dans 5-10 ans. Vous savez, il y a parfois des paix qui sont plus terribles que des guerres, parce qu'elles peuvent accoucher sur des guerres encore plus terribles. On se rappelle notamment de la Première Guerre mondiale, on connaît ça très bien en Europe. Ouais. Donc non, je vous dis, mettez-vous à la place des Occidentaux. Une fois que vous êtes sortis des schémas dissidents faciles il y a des méchants, il y a les gentils, il y a les méchants, la méchante oligarchie occidentale avec Zelensky et les millions et les corrompus, puis les gentils Russes et Poutine derrière qui sont contre le nouvel ordre mondial et qui sont pour la défense de la paix et de l'amour et des petits oiseaux. Une fois que vous sortez de cet état d'esprit binaire et absolument stupide, vous vous rendez compte que c'est très complexe et que signer la paix, oui, mais à quelles conditions ? Malheureusement, c'est pas si facile. Il y a un poids très idéologique dans ce conflit. Il suffit de voir justement les vidéos de propagande russe pour inciter les jeunes Russes à s'enrôler. L'un des discours, c'est défendez-vous aussi justement contre cette vague de wokisme qui arrive de l'Europe, alors insufflée par les États-Unis, mais qui se propage en Europe et qui pourrait arriver jusqu'à nous. Et c'est choisissez votre camp entre un pays en tout cas de façade, avec des élans très traditionnels
traditionnelle, voilà, avec une culture encore assez forte, etc., contre ces dérives LGBT. Les vidéos sont parlantes, hein. On voit tous les délires. Est-ce que vous pensez que l'Europe aurait aussi un rôle à jouer en rassurant la Russie justement sur ses inclinaisons idéologiques et en réaffirmant aussi une certaine identité culturelle et une certaine ligne de conduite? Non, mais il ne faut pas tout confondre, que les Russes fassent campagne, parce que faut voir on fait les campagnes politiques et culturelles du substrat anthropologique que nous avons. La Russie de Poutine, c'est une Russie qui s'appuie essentiellement sur des territoires ruraux qui sont assez peu développés. Parce que lorsque vous allez en Russie, je suis allé quand même pas mal de fois, vous avez ce qu'on appelle la Russie blanche à l'ouest qui est développée, qui pourrait être assez européenne ou occidentale, mais vous avez l'ensemble du pays, la grosse majorité du pays qui est très très arriéré, et qui c'est un pays rural, donc de campagne qui pourrait ressembler à la France des années 60, voire la France de 1900. Hein. Il y a certains coins, c'est assez frappant. Donc en fait, on sait que Poutine, même son substrat électoral, si je puis dire, est basé sur cette Russie rurale, donc vous ne faites pas une campagne progressiste pour avoir cette Russie rurale. Parce que la Russie des villes est, croyez-moi, je suis sorti quelques fois à Moscou et à Saint-Pétersbourg, est aussi décadente, voire plus que New York, Paris ou Los Angeles, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc en fait, quand vous vous appuyez sur un substrat rural, vous ne pouvez pas faire des campagnes woke, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas voir dans ce conflit, même si certains essayent de vous le vendre comme ça, il ne faut pas voir dans ce conflit une lutte idéologique entre des transsexuels LGBT woke et des conservateurs traditionnels et religieux. La preuve en est, c'est que les pays qui sont les plus violents aujourd'hui à l'encontre de la Russie, qui ont le plus d'anicroche, si je puis dire, avec les Russes, ce sont des pays qui sont restés traditionnels. Allez parler de wokisme en Ukraine et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez parler de wokisme en Pologne dans bien des endroits et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc en fait, ça serait absurde bien sûr que c'est dans l'intérêt des Russes que de vendre ça, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont très en colère contre leurs conneries progressistes, évidemment. Mais donc ça a fait croire aux Européens que d'être du côté de la Russie, ce serait d'être du côté de gens qui défendent les valeurs traditionnelles. Alors qu'en réalité, les Baltes, les Polonais, les Ukrainiens et bien d'autres qui sont très très violents à l'encontre de la Russie, ce sont des gens aussi traditionnels que les Russes, voire parfois plus même. Il suffit de regarder d'ailleurs les statistiques de divorce et d'alcoolisme. Les statistiques de divorce et d'avortement et d'alcoolisme en Russie sont énormes. Ils sont bien plus grands que la Pologne, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Donc, la Pologne, qui est très agressive à l'égard de la Russie, parce qu'il se rappelle du passé, hein, et d'un passé très proche, est plus traditionnelle que les Russes, alors que les Russes sont censés défendre la tradition contre le progrès. Enfin, vous voyez que ça n'a aucun sens. Vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et évidemment que c'est que de la propagande russe que de faire passer ce conflit pour un conflit tradition versus progrès. Et le drame, c'est qu'il y ait beaucoup de Français de droite qui tombent dans cette propagande, parce qu'évidemment, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Allez dire ça à des Polonais ou à des Ukrainiens, ils vont vous dire oui, d'accord, on est bien plus traditionnel que les Russes, et pourtant on fait la guerre à la Russie. Hein. Et il nous reste 3 minutes, Julien Rochdy. Autre actualité internationale, ce sont les élections américaines. Les sondages se resserrent, enfin pas partout, ceci dit, hein, parce qu'on regardait tout à l'heure, c'est pas très clair. Et la campagne de com continue. On a vu par exemple avant-hier Donald Trump se donner en spectacle dans un McDo, distribuer des McDo à des gens. C'est une vraie opération de communication. Vous suivez ça, vous ? Oui, bien sûr, c'est une élection très importante pour tout le monde occidental et le monde entier, de toute façon. Donc, oui, alors je crois qu'il est dans un McDonald's pour montrer que lui, il pourrait le faire, parce que je crois que Kamala Harris a menti sur le fait qu'elle a été un jour employée chez McDo. Enfin, bon, oui, c'est une réponse assez amusante, effectivement. Ouais, c'est la campagne américaine. Hein. Alors, en fait, je suis partagé parce que cette campagne, je ne sais pas si vous la suivez bien sûr, et vous voyez à quel point elle n'a rien à voir avec nos campagnes, qui sont des campagnes très polies et très policées, voire un peu vieillottes par rapport au... Enfin, je veux dire, ils se traitent d'imbéciles, d'idiots, de bas QI entre les... Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable. Alors, à la fois, je me dis que c'est assez barbare et assez sauvage, et que peut-être que c'est quand même mieux d'avoir des campagnes politiques un peu plus policées, un peu plus raffinées, on va dire. Et puis parfois, quand j'ai bu trop de café, je me dis que on s'éclaterait quand même davantage aux États-Unis avec ces campagnes très agressives, très excessive. Ah mais totalement. On a Donald Trump qui a traité Kamala Harris de vice-présidente de merde, je crois. Enfin, c'est fou. Ouais. Là-bas, on balance des trucs invraisemblables. Voilà. Non mais c'est fou. Alors, je sais pas. Il faudrait essayer de réfléchir et de théoriser un petit peu la chose. Est-ce que
c'est parce qu'il y a encore des enjeux de pouvoir très forts aux États-Unis, donc du coup la campagne est encore plus passionnée, alors qu'en réalité en France, les enjeux de pouvoir sont très faibles, la France contrôle plus grand-chose, l'État français contrôle plein de choses en France, mais je veux dire, voilà... la France est plus au sommet du monde, donc du coup les débats sont un peu plus chiants, alors que si vous regardez les débats sous la Troisième République, par exemple, il y a encore un siècle, quand la France était encore une grande puissance, les débats étaient aussi très passionnés, hein, ça s'insultait, ça criait fort. Je ne sais pas, ou alors c'est juste que les États-Unis sont complètement dégénérés et complètement stupides culturellement parlant, et que du coup ils peuvent se permettre ça, tandis que nous, Européens, serions plus raffinés et plus subtils. Je sais pas, vraiment, je sais pas de philosophie sur le sujet. On a une autre culture en France, et on se souvient même de débats avec vraiment le verbe haut à l'Assemblée nationale, au Sénat, où on assistait vraiment à de vrais duels qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui en réalité, parce que ça vole quand même bien bas. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans un espèce d'entre-deux en France. Surtout qu'on aurait aimé, avec la nouvelle bipolarisation de la vie politique, qu'on verra peut-être plus tard, mais avec des députés cocos de LFI très à gauche, très excessifs, très extrémistes, et puis un Rassemblement national et une droite qui s'affirme de plus en plus, on aimerait voir de vraies joutes verbales à l'Assemblée. Ah oui. Mais le problème, c'est que vous avez la moitié des députés LFI qui ne savent pas lire, avec de l'OGU, ou alors qui sont un peu trop sous drogue, comme celui qui s'est fait choper en allant acheter de la 3-MCC, je sais pas quoi, là, oui, je sais. Une nouvelle drogue. Je ne vais pas vous dire, je ne m'y connais pas trop. Mais il faudrait qu'ils en prennent plus, ça pourrait faire des débats plus enflammés, peut-être. C'est ça qu'on devrait conseiller aux députés LFI. Écoutez, puisque vous êtes à moitié drogué et à moitié illettré, à la limite, allez-y à fond, comme ça on pourra avoir de vrais conflits politiques à l'ancienne, même si ce sera dans un français très pauvre, et ce ne seront plus les envolées de Victor Hugo, ça, nous en sommes très loin. On en est très loin. Mais merci beaucoup Julien Rochdy pour cet échange ce matin. C'est moi qui vous remercie. On reparlera d'autres choses, peut-être de l'élection américaine qui va continuer, enfin en tout cas la campagne qui continue cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Julien Rochdy.